le cas de Paris, 80% du coût de cette installation de fibre, c'est du génie civil. Hein, c'est de nouveau des tranchées. Un peu bête. Et ça, il faut qu'on s'y prépare aujourd'hui, parce que ça va prendre du temps. L'équipement de la France va s'étaler sur 5, 6, 7, 10 ans. Hein. Et donc, par contre, c'est très structurant. C'est le remplacement de la boucle locale cuivre d'aujourd'hui. C'est la boucle fixe de demain. Comment est-ce qu'on le fait? On n'est pas dans la situation où la boucle cuivre a été tirée. Ça a été tiré par un opérateur en monopole. Hein, en gros. Oui, tiré par un opérateur grâce à la rente de monopole. Ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Donc comment est-ce qu'on arrive à ne pas tirer, à ne pas défoncer 36 fois les trottoirs, à faire en sorte que ce coût un peu inintelligent et non discriminant pour les opérateurs soit partagé entre la collectivité des opérateurs et peut-être même pour la partie la plus passive par les collectivités locales. Parce que je vous rappelle quand même qu'en Europe, il y a beaucoup de collectivités locales dans le Nord qui tirent des réseaux de fibres. En tout cas, elles ont un rôle absolument essentiel à jouer pour faciliter le travail des opérateurs, pour mutualiser cette partie inintelligente, hein, pardon pour les collectivités locales, mais au moins les fourroules, là, elles sont complètement légitimes. Et ensuite... C'est comme les réseaux d'assainissement d'eau, c'est comme les autoroutes, voilà, ça fait partie, je dirais, d'un génie civil un peu structurant pour toute commune qui demain doit penser à son développement. Voilà. Il faut, selon vous, qu'elle pense aussi en termes de très haut débit, Jean-Michel Biot. Nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, les infrastructures sont le rôle des élus, des collectivités locales, au même titre que les routes, au même titre que le réseau téléphonique traditionnel, le réseau électrique. Je ne vois pas pourquoi, sur toute la France, on n'aurait pas, y compris dans les Yvelines ou dans le Larzac, une fibre optique. Dans le Larzac, il y a de l'électricité. Pourquoi il n'y aurait pas de fibre? Alors, la question Free a, j'allais dire, crédibilisé ce qui se passait à Pau ou dans le 92, etc. Maintenant, il faut que nos hommes politiques, et justement on peut en parler parce qu'on rentre dans une période électorale, il faudrait quand même qu'ils en parlent, ces braves gens. Il y avait eu des plans il y a quelques années, hein, on parlait à l'époque du plan câble, ouais, hein, qui s'est arrêté. Ouais. Là, il faut un plan fibre, selon vous. L'exemple de Pau incite quand même à la prudence, parce qu'il y a eu beaucoup de délais, beaucoup d'argent, beaucoup de critiques. D'après ce que je sais, hein, j'étais effectivement le conseiller André Labarrère, l'histoire dira peut-être que ça a été le premier homme à mettre en place des infrastructures à très très haut débit de télécommunications. D'abord, Pau a été un précurseur. On est peut-être parti un peu tôt, je ne sais pas. Deuxièmement, le business model que l'on voulait mettre sur pied, on n'a pas pu le mettre parce que les lois n'étaient pas votées. Pau ne pouvait pas opérer lui-même son réseau optique. Deuxièmement, on a eu les gens de Pau ont eu des tas de retard à cause des syndics de copropriété, tout un fatras administratif, j'allais dire d'apparatchiks divers et variés qui ont fait retarder le bazar. Il y a eu des problèmes politiques. Et aujourd'hui aujourd'hui, il y a 37 000 prises optiques installées, raccordables, des HomePass, comme on dit aux États-Unis. Il y a plusieurs opérateurs. Il y en a un qui est Mediafibre, si j'ai bonne mémoire, qui a 3 000 abonnés fibre, 100 mégabits, 30 € par mois. C'est le premier opérateur fibre en France actuellement aujourd'hui. Ensuite, vous allez avoir le 92 qui va s'y mettre l'année prochaine. Vous avez Free qui va démarrer. Alors, pour le reste du pays, qu'est-ce qu'on fait ? Monsieur Sarkozy, Madame Ségolène, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et les autres? Alors, et le satellite dans tout ça? Si vous permettez, je souhaiterais répondre quand même sur la question sur les zones non dégroupées, puisque vous mentionnez le fait que des freenodes s'interrogeaient. On continue à investir. C'est ça qui vient. À chaque fois qu'on invite Mickaël comme ça, il y a des tonnes de questions. Alors, puisqu'il est là, dites-lui pourquoi est-ce qu'à Saint-Étienne et à Toulouse, et voilà. Là, à Toulouse. Mais ce sont des vraies bonnes questions et on se doit d'y répondre. Et on y répond comment? On y répond en investissant pour étendre notre réseau de fibre optique, pas jusqu'à l'abonné ou au bâtiment, celui-là, réseau de fibre optique pour aller d'un répartiteur vers d'autres répartiteurs, et là, installer nos équipements et dégrouper les lignes. Donc on continue à étendre, globalement, quand même pour vous donner un chiffre, sur l'année, 50 millions d'euros. Donc on parle vraiment d'argent. Les collectivités territoriales ont joué un rôle important. Elles ont investi pour nous permettre d'accéder à des réseaux de fibre optique pour dégrouper encore plus le territoire et la population. Et cet été, est arrivé un élément normalement structurant, c'est que France Télécom s'est mis d'accord avec le régulateur pour ouvrir son réseau de fibre optique, pour étendre encore le dégroupage dans des zones géographiques reculées. Et la presse s'était fait écho de difficultés qu'avait notamment Free pour justement accéder à cette offre. Ça veut dire que, sans même parler de fibre à la maison, la fibre en elle-même va permettre un dégroupage plus large dans le territoire français et donc qu'il y ait moins de 50% du pays coupé un petit peu des services dont on entend parler tout le temps, c'est-à-dire le triple play, le très haut débit. Oui, non. Ce qu'on doit faire, c'est effectivement utiliser cette fibre
pour étendre le dégroupage. Et cette fibre, elle est où? Soit on la pose, c'est pour ça que je vous parlais de nos investissements, soit on contractualise avec les collectivités territoriales qui ont investi, soit, c'est la nouveauté de cette année, on va pouvoir la louer chez France Télécom. Ça avait mal démarré, mais du temps à l'allumage. Maintenant, je crois que les relations sont en train de se pacifier. Et il est important, intéressant, voire même indispensable que le régulateur, d'ailleurs, et je profite de la présence de Gabriel Gauthier, suive le fait que chacun ça avance. pose ses questions. Alors, est-ce que ça avance? Mais ça va mieux, Dominique, juste quand même pour rassurer, on a eu un petit peu de bisbille avec France Télécom sur le sujet. Depuis la rentrée, j'ai le sentiment qu'on s'y met. Mais je suis optimiste, résultat dans quelques mois. On a vu en tout cas que le président Didier Lombard, lui aussi, misait beaucoup sur la fibre, puisqu'il y a eu cette expérimentation à Paris dans le 92, dans certaines communes, avec là aussi du 100 mégas pour plusieurs milliers de foyers test, et la volonté, je pense, là aussi, de multiplier ces foyers fibrés. Donc le régulateur, il aide à ce que tout ceci se passe harmonieusement? Bien sûr, non, le régulateur, il est... je voudrais juste faire un petit aparté. La fibre dont parle Michael, c'est de la fibre dans le réseau de transport. C'est la fibre pour atteindre les répartiteurs de France Télécom. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la fibre à la maison. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est l'infrastructure. C'est l'infrastructure. Et c'est ce qui a été... La France en manquait de cette fibre. France Télécom, effectivement, n'ouvrait pas son réseau. Et c'est la raison pour laquelle les collectivités locales, dans un premier temps, ont construit jusqu'à 12 000 km de fibres pour aider à l'extension de la zone de dégroupage et donc aller au-delà des 30, 40, puis 50% de foyers qui peuvent avoir le meilleur de la DSL. Et aujourd'hui encore, les 3/4 de l'extension du dégroupage sont le fait des fibres des collectivités locales. Voilà. Et là, justement, pour ceux qui nous regardent, encore une fois, qui n'ont même pas accès à ce fameux 2 ou 3 ou 4 mégabits, la solution, c'est quoi? Philippe Boissat, c'est le satellite? Moi, je suis très intéressé et puis je suis vraiment très content que la fibre arrive partout, surtout dans les mégapoles, etc. C'est vraiment très important. La seule chose qui est importante aujourd'hui aussi, c'est de se poser des questions très simples. Aujourd'hui, on a vu la TNT qui est partie très fort. On s'est aperçu que ça n'a couvert que 30% du territoire français. Les 70 autres pourcents ont été obligés d'être couverts par le satellite. Alors aujourd'hui, vous avez de la TNT chez vous, mais elle arrive par satellite. D'autre part, je pense qu'on a ici en France un vrai problème sur l'approche du monde du satellite et on ne sait pas que ça peut excessivement apporter des applications basiques, ne serait-ce que l'Internet pour votre maison en campagne ou dans une station de ski ou ailleurs. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui manque, à mon avis. Vous trouvez que le satellite, grosso modo, n'est plus aussi moderne et high-tech qu'il était aujourd'hui? Il est passé un petit peu derrière la vague. Il devient high-tech parce que tout le monde veut son GPS dans sa voiture. Il sait que ça vient par satellite, donc c'est bien. On sait bien qu'on a la télévision, qu'on peut avoir aussi, mais on ne sait pas qu'on peut avoir Internet. Et aujourd'hui, quand on vous dit j'ai Internet par satellite à la maison, on vous dit ah oui, mais c'est très cher. Non, on a un membre chez nous, chez 3i3S, il a une offre à 9,90 €. Donc c'est quand même pas excessivement cher. Et pour ce prix-là, on monte sur le toit, poser sa parabole pour ce prix-là, je l'ai noté parce que je ne connais pas par cœur. Il y a 500 mégaoctets de volume, une carte PCI, une antenne satellite. Il n'y a aucun frais d'activation. Le contrat est seulement sur 6 mois, il n'y a pas d'engagement. Et c'est 9,90 €. Donc c'est quand même pas Aujourd'hui, c'est la solution pour les territoire un peu enclavé, où la France qui est coupée du très haut débit? Je ne sais pas si Gabriel va me contredire, mais aujourd'hui, il y a pratiquement entre 3000 villages, on va dire 3000 communes, ça c'est sûr et certain, il n'y a personne qui peut dire le contraire, qui n'auront jamais accès au satellite, enfin à la DSL, pardon. Et nous, on pense qu'il y en a pas loin de 10 000. Donc sur les 36 000 communes, ça fait quand même un gap qui n'est pas négligeable. Alors, en plus, l'avantage du satellite, c'est qu'on peut, comme avec la fibre, obtenir une télévision de qualité qu'on n'aura pas avec le WiMAX ou d'autres technologies. On va venir au WiMAX, mais là déjà on essaye de retrouver nos petits entre la fibre et effectivement le satellite. Daniel Caclin, vous avez fibré une partie de Paris, donc quels arrondissements jusqu'à présent? Nous sommes dans tous les arrondissements à 2 chiffres. À 2 chiffres, c'est facile, plus le 8e arrondissement. Donc du 10 au 19e, au 20e. Donc c'est un grand escargot qui tourne autour de Paris. Et maintenant, nous avons 2 axes de pénétration qui sont d'une part dans le 12e arrondissement en longeant le parc de Bercy, dans le 14e et le 15e en remontant le long des voies de Montparnasse, et nous avons une grosse présence aussi dans le 13e. Voilà. Pour bien que l'on comprenne, tout à l'heure, il y a eu des sigles qui ont été cités, FTTH, FTTB, et on voit bien qu'il y a 2 approches. Votre approche, vous, c'est la fibre jusqu'au pied de l'immeuble, et puis ensuite, il y a une technologie, en l'occurrence VDSL, qui va permettre d'amener ce signal de qualité
dans chaque appartement. Et puis ce dont parle